quel miracle j'ai réussi à tomber enceinte naturellement. C'est un sujet qui reste encore tabou. Une fausse couche est souvent vécue comme une épreuve par une femme et sa souffrance pas toujours comprise. On est beaucoup à se poser des questions, à stresser. Quand on souhaite tomber enceinte, on s'imagine souvent que ça viendra rapidement, que tout se passera bien et que très vite on aura notre bébé dans nos bras. Je m'appelle Charlotte, je suis coach en fertilité et ici, dans ce podcast, j'ai envie de libérer la parole. Car oui, le parcours pour devenir mère n'est pas toujours aussi facile qu'on se l'imaginait. Alors je vous invite à découvrir des témoignages de femmes, tantôt fragiles, tantôt délicats, joyeux ou tristes, mais toujours uniques. Car de tout ça, il est important d'en parler. Toutes vos histoires méritent d'être racontées. Aujourd'hui, je reçois Marie à mon micro. Chère Marie, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît ? Je m'appelle Marie, je vais avoir 35 ans cette année. Avec mon mari, on est ensemble depuis début 2009, donc 11 ans, un peu plus de 11 ans. On s'est pacsé environ 2 ans après. Les 2 années qu'on suivit, on a fait un grand déménagement, on est parti loin de notre région initiale. Et en 2015, on s'est mariés. D'accord, dis donc, vous avez fait plein de choses. Ouais. Donc on a laissé un peu mûrir chaque étape du couple, on va dire ça comme ça. Et à l'issue du mariage, bien sûr, l'idée de vouloir un bébé est arrivée. Alors, concernant mon mari, lui, il était prêt depuis le début. D'accord. Depuis qu'on s'est connus, c'est quelque chose qui m'a toujours exprimé ce souhait-là. À l'inverse de moi, où j'ai quand même tardé à rentrer dans ce désir. Bon, je pense pour plein de raisons dont pas mal de femmes font partie au début par rapport à la liberté, à la responsabilité aussi, la maturité. D'accord. Forcément, donc il a respecté son le désir. fait, voilà. Et mais voilà, progressivement, en préparant le mariage, j'ai senti que c'était quelque chose qui me plairait. Et donc là, en fait, les premiers temps, je ne me suis posé aucune question. La première année, je me rattachais beaucoup sur des... c'est-à-dire qu'à l'approche de mon anniversaire, à l'approche de Noël, d'échéances comme ça, je me disais, c'est pas là, ça arrivera pour Noël. Si c'est pas là, c'est pas grave, ça arrivera pour... voilà. Ah oui, je comprends. Donc, quelque part, ça nous aide inconsciemment, c'est important. En parallèle, donc du coup, cette première année, j'ai quand même consulté mon gynécologue que je consultais déjà depuis, de façon très régulière depuis longtemps. Et donc, à ce rendez-vous-là, donc c'était un petit peu moins d'1 an avant le début des essais, il m'avait expliqué que on allait attendre quelques mois et que s'il y avait toujours rien, on commencera à se pencher sur des examens, puisque moi, je passais les 30 ans, mon mari, il était sur ses 33. Donc voilà. Là, il me disait ce serait intéressant quand même d'aller enquêter un peu plus en profondeur s'il n'y a rien. Et puis, donc après, du coup, on a attendu les 1 an symbolique bien passé, pour commencer à faire ces examens. Donc j'ai fait mon écho-pelvienne à ce moment-là, qui était nickel. J'ai fait une hystérosalpingographie, salpinographie, la radio des trompes du coup qui s'est bien passé. Le résultat a été très très bien, mais voilà, ça s'est pas forcément très bien passé sur l'examen en lui-même. Les femmes se posent beaucoup la question, on lit des fois que ça fait hyper mal, des fois que ça va. Alors est-ce que tu peux nous dire toi, comment ça s'est passé pour toi ? Alors pour moi, je pense que déjà j'ai beaucoup... Là, pour le coup, alors autant j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je me suis beaucoup projetée sur l'examen en lui-même, chose que j'aurais pas dû faire en fait. J'aurais dû prendre ça un peu comme tous les autres examens, tout simplement. Après, l'erreur, moi, je pense que j'ai faite, c'est que je l'ai faite dans un centre d'échographie classique. Alors que en échangeant avec des amis qui ont eu un peu le même parcours, me disaient être passés par des cliniques ou des hôpitaux, mais notamment certains directement dans les centres fertilité. Du coup, ça permettait, je pense que c'est plus doux, quoi. L'approche est plus douce. Moi, ça a été, c'était très mécanique. Donc, elles étaient 2 dans la salle. Il y avait la gynécologue et l'infirmière, donc qui était heureusement très sympathique, qui m'a beaucoup aidée parce que la gynécologue, clairement,
j'étais un morceau de viande, quoi. Ouais, elle faisait son Et examen ouais, et ouais, elle cherchait pas c'est à ça. savoir comment tu Donc je allais pense que forcément. exactement, et je pense que la douleur, du coup, elle a été bon, physique, bah, c'est pas agréable, mais beaucoup émotionnelle. Ouais. Très, très émotionnelle. Ouais, vraiment, ça a été. Et là, ça a été, je sais pas, un déclic assez étrange où je me suis dit, là, il se passe quand même plein de trucs en moi. Je sentais plein de choses remonter aussi à la surface, des larmes, enfin voilà, plein, plein de choses, mais pas forcément en lien forcément avec ce qui venait de se passer. Mais là, je me suis dit, ok, là, t'es arrivé sur un examen quand même qui t'a demandé beaucoup de courage et tout ce que j'avais essayé d'enfouir un petit peu pendant Ouais. pas mal de temps est en train de ressurgir et je suis sortie du rendez-vous en me disant, ok, donc tout va bien, ça c'est cool. Par contre, il y a quelque chose à faire dans ma tête, dans mon corps, Ouais. que je me dégage de quelque chose. Donc ça a été assez révélateur. Et c'est arrivé au bout de Euh, combien de temps du coup de vos essais, donc ça, cet c'était examen? un an et presque un an et demi, quasiment D'accord, un an et demi d'essai. À ce d'accord, moment-là, en fait, je commençais tout d'accord, doucement à penser qu'à ça. d'accord. C'est-à-dire que à ce moment-là, enfin jusque-là, ça allait plutôt bien, et là, je commençais, j'y pensais de plus en plus en fait. Mais je pense que le fait aussi de se mettre dans ces examens-là, Oui, forcément, ça. automatiquement, Oui, voilà, puisqu'il y avait aussi les sérologies à faire, donc sur 2 cycles, à J3 et J14 du cycle, pour voir si l'ovulation arrivait bien comme il fallait, etc. Donc forcément, tout ça, on calcule et automatiquement, on y pense, quoi. oui, Donc, forcément. donc ça a été, ça a été un peu bouleversant à ce Oui. moment-là. C'était un peu le début de l'enfer, quand même. Et mon mari, lui, avait fait un spermogramme, donc tous les résultats en main. Le gynécologue, à ce moment-là, nous a dit tout va bien. Aucun problème. Donc là, c'était infertilité inexpliquée, en nous expliquant juste que voilà, il y avait rien à faire entre guillemets et qu'il fallait continuer à patienter, mais qu'étant donné qu'on était à plus d'une année d'essai et par rapport à notre situation, il souhaitait nous diriger vers la PMA. D'accord. Et toi, tu avais déjà. Enfin, tu savais ce que c'était le mot PMA? Tu en avais déjà entendu parler? Tu t'étais Alors renseignée? très vaguement. Ouais. Pour moi c'était vraiment assimilé à pour les gens qui avaient vraiment des pathologies définies, quoi. C'était Oui. Comme toi, on te disait ouais, que tout allait bien, tu t'imaginais pas partir dans ce ouais. processus, quoi. Complètement. Enfin, Mm. là-dessus, ça a été, on a été, autant mon mari que moi, on a été bouleversés par ce qu'il nous disait, parce J'imagine. que pour moi, PMA, c'était un peu la punition, même si, voilà, au bout du compte, aujourd'hui, j'ai envie de dire que pas du tout. Puis, comme on disait, on en parle trop peu aussi, donc je pense aussi il y a beaucoup, beaucoup ce manque d'informations C'est où vrai. quand on pense PMA, on pense à des femmes qui ont éventuellement des problèmes et voilà, ça, tout de suite, ça incite à quelque chose de négatif, alors que pas du tout. Ce qui s'en est suivi à ce moment-là, donc c'est là où pour moi ça a été, donc là on commençait tout doucement à rentrer dans la 2e année d'essai, mais un petit peu avant les 2 ans officiels, on va dire, j'ai commencé à sombrer, quoi. Clairement, ça a été, entre la première et la 2e année, ça a été le plus difficile, parce que là, pour le coup, j'étais obsédée par ça. Vraiment, j'y Mm. pensais tout le temps. J'étais très jalouse, très très jalouse de tout le monde qui tombait enceinte autour de J'imagine. moi. Ouais. Voilà, c'était au travail, c'était lourd. Énormément de culpabilité parce que toujours pareil, infertilité inexpliquée, pourquoi ça vient de moi, qu'est-ce que c'est le problème? Ouais. Là, c'était compliqué pour mon mari aussi. Du coup, on était tous les deux sur des chemins un peu différents, parce que lui, il restait très confiant. Pour lui, il savait que si ça venait pas, c'est que pour moi, c'était pas encore le moment. Il me le disait des fois. Il me disait, je sens que t'es pas encore libérée de certaines choses et laissons-nous du temps, quoi. Mais moi, non, je voulais pas l'accepter, quoi. C'était mon Mm. challenge, quoi. Je C'était, comprends, il je faut que je comprends. tombe enceinte. Ouais. Donc là, ça a été très, très compliqué. Donc entre le rendez-vous avec le gynécologue qui nous a invités à aller vers la PMA et le jour où on est allé à la PMA, on s'est posé, on s'est dit on va se laisser du temps. Et il s'est passé 6 mois, à peu près, 6-7 mois, avant de prendre le premier rendez-vous, parce que voilà, s'y préparer, accepter aussi le fait de peut-être de se faire aider aussi. Moi, à ce moment-là, on a commencé, une personne de mon entourage était passée par là il y a pas mal de temps. Puis commençait à me dire, tu verras, c'est un peu intrusif, faut pas avoir de gêne, quoi. Et bon, je commençais à être un petit peu craintive.
Et en fait, le premier rendez-vous PMA s'est très bien passé. Vous Voilà, avez eu du temps forcément. juste entre le moment où vous avez décidé d'y aller, de franchir le cap, et le rendez-vous qu'on vous a donné? Parce que des fois on dit qu'il y a du délai en fonction des Un centres. mois. Après, nous, on a fait le choix de passer par une clinique privée. D'accord. Ça, c'était vraiment le choix. Alors, pour deux raisons, parce que bon, voilà, c'est un choix personnel. Et puis, mais pour l'autre raison, c'est mon gynécologue nous avait recommandé éventuellement un des médecins qui était présent dans cette clinique-là. Voilà, sur le choix personnel, ça se résume aussi au fait que c'était quand même assez proche de notre domicile aussi. Donc, il y avait aussi de ce côté-là. Puis, assez bien réputé. Enfin, voilà, il y avait vraiment plusieurs critères qui faisaient que, voilà, on y a été, mais vraiment, enfin, j'ai pas commencé à comparer des centres PMA à d'autres parce que pour moi, c'était celui-là. Donc non, un mois s'est écoulé. Donc, ça nous a permis de nous préparer tranquillement pendant un mois. Et puis, arrivé au rendez-vous, donc de nouveau analyse de nos examens et là en fait on est tombé donc sur une médecin qui au début nous a préconisé, elle nous dit bah moi je serais partante pour qu'on fasse ensemble 8 stimulations ovariennes par injection. Si ça marche pas, on partirait sur 5 inséminations. Et ensuite, on tenterait les FIV en fonction. Donc, au moment quand elle nous annonçait ça, pour moi, c'était énorme, quoi. Ouais. Je me suis dit, 8 stimulations, bon, c'est des piqûres, ok, mais qu'est-ce qui se passe derrière, quoi. Enfin, ouais. Donc là, elle nous a un petit peu expliqué tout le procédé, tout ce qui allait se passer. Et donc du coup, tu peux nous raconter un petit peu en quoi ça consiste? Enfin, qu'est-ce que tu devais faire pour tout alors, nous, du coup, entre ce premier rendez-vous et au moment où j'ai commencé les stimulations, il s'est passé 2 mois. Donc pareil, ça allait assez vite. Quand on commence à avoir nos règles, en fait, on a un premier rendez-vous à la PMA pour nous faire un examen, donc c'est une échographie pelvienne, pour voir un peu si tout est ok, si la cavité utérine ça va, etc. Et à ce moment-là, J3, J4, on démarre, enfin moi à l'époque ça se passait comme ça, on démarrait les injections. Et là, donc entre J3 et J4, en fonction de quand on commence, à J9, on attend, à J9, on fait un nouveau rendez-vous, où là on a une prise de sang et de nouveau une échographie pelvienne, pour voir si au niveau des follicules, puisque la stimulation ça a le but de faire développer des follicules, mais pas trop non plus, puisque plus il y a de follicules, plus il y a de potentiel bébé. Donc moi je sais que mon centre, c'est 2 maximum. Voilà. Et ce qui concernait ce premier examen, en tout cas, je me rappelle, c'était très bien passé. Donc, on contrôle la taille des follicules, combien il y en a, comment ça se passe. Au niveau de la prise de sang, tous les taux, quoi. Enfin, voilà, si tout se coordonne bien, puisque les prises de sang aussi sont là par rapport aussi aux ovulations, voir si aussi on ovule peut-être pas trop rapidement. Enfin, bon, il y a tout un... Les données qui sont regardées. Un procédé, voilà. Et alors moi, en général, ce qui s'est passé, alors plus tard, j'ai su que c'était pas tout à fait normal. Ce qui s'est passé, c'est que sur toutes les stimulations que j'ai faites, à chaque fois, j'avais à peu près une dizaine de piqûres quand même. Donc ça correspond à peu près à une dizaine de jours de piqûres. Et généralement, je déclenchais mon ovulation avec une dernière injection. Donc c'était l'Ovitrel. Et moi, généralement, je déclenchais à J17-18. Ce qui est assez... Enfin, c'est pas tard, mais c'est... dans un protocole de stimulation, normalement, même si on a des cycles plus ou moins longs, c'est censé nous réguler nos cycles. Et du coup, pouvoir déclencher l'ovulation vers J14, quoi. Voilà. Donc au début, alors ça c'est... Donc toutes mes stimulations se sont passées comme ça. Au début, je me suis posé aucune question, mais après... après, en fait, j'ai réalisé que non, c'était pas tout à fait ça, en fait. Donc en tout, nous, on a fait 4 stimulations. Donc avec le fameux déclenchement, donc moi j'ai 17-18, et à l'issue de ce déclenchement, 48 heures après, on ovule par cette injection. Et là, le médecin, nous à l'époque, nous avait dit, là, tous les 2 jours, en moyenne, il faut y aller, quoi. Il faut avoir des rapports. Et, donc, nous, personnellement, on n'a pas du tout bien vécu ces rapports très programmés, comme beaucoup. Je comprends. Voilà, clairement. En plus, nous, on est... alors, nous, on est un peu le genre de couple...
on est un peu foufou, quoi. C'est-à-dire que nous, on n'a pas vraiment d'habitude, de routine. Bon, après, on a des routines comme tout le monde sur certaines tâches quotidiennes, voilà. Mais par contre, tout ce qui concerne voilà, notre façon d'être sur un plan plus charnel, sur notre affection, etc., on est très... voilà, on va avoir des périodes où on va être très tactile, d'autres forcément un peu moins. On va pas forcément se dire ah là là on a fait l'amour deux fois dans la semaine, c'est pas normal quoi. Enfin Ouais. tout ça on est vraiment dans le genre où nous on calcule pas en fait. Enfin voilà, et le fait d'être entré dans ce processus de simulation, et ben en fait on s'est complètement senti contrôlé. On n'avait plus notre liberté en fait. Et mon mari lui, que ce soit la première ou la dernière simulation qu'on ait faite, il les a toutes pas vécues, quoi. C'était, à chaque fois, il me disait, non, mais on perd notre temps, en fait. On pique, j'avais tous les effets secondaires, voilà, que les hormones peuvent produire dans notre corps. Voilà, il acceptait pas, quoi. On a quand même tenu, donc, en tout, 4 stimulations sur les 8 annoncées. Et tu y croyais, toi, à chaque fois? Quand tu repartais Alors, pour une nouvelle moi, Ouais. Alors, il faut savoir un tout petit truc, c'est qu'au début, quand on a commencé, enfin depuis, hein, de toute façon, dès le début, on a commencé la PMA, j'ai toujours eu ce petit sentiment que je ne peux pas expliquer, que c'est pas comme ça que j'aurai mon enfant, en fait. J'ai toujours eu cette intuition, voilà, c'est pas par ça, mais il faut que j'y aille, quoi. Voilà, c'est ce côté, voilà. Et alors peut-être je me trompe, hein, si ça se trouve, si ça sera pas ça, mais en tout cas, toujours est-il que voilà, c'est un sentiment en tout cas que j'ai depuis toutes ces années, et à ce moment-là, je le savais, je le sentais déjà, sauf que j'avais pendant plus de 2 ans l'espoir, voilà, mes obsessions, mes jalousies, tout ça, j'étais fatiguée, tout ça, et le fait d'être entrée en PMA, je me suis sentie d'un coup portée, comme si je donnais tous mes problèmes que j'avais ou que j'avais pas dans les mains de quelqu'un qui devait gérer le truc et qui devait m'apporter cet enfant en fait. Et du coup, je croyais pas forcément à ce que ça allait m'arriver comme ça, mais je croyais à ce que notre médecin allait créer un miracle. D'accord, oui. Donc voilà, c'était un peu, je me raccrochais un peu à ça. Et donc ça a duré l'espace de 5 mois, puisque sur les 4 stimulations, il y a eu un mois où on a fait une pause en fait. Voilà, une pause où on avait eu besoin de partir, donc faire une pause avec tout ça. À savoir quand même que la 3e stimulation, en fait, s'est bien passée, sauf que la période normalement j'aurais dû avoir mes règles, j'ai eu des soucis, j'ai eu de très très grosses douleurs dans la nuit, ça allait pas du tout, donc je me suis dit c'est mes règles qui arrivent hein, tout simplement, sauf que vraiment j'en pleurais de douleur, ça a été, j'ai pas compris de tout ce qui se passait sur le moment, et j'ai pris un rendez-vous donc avec le médecin qui était de toute façon prévu pour entamer une éventuelle 4e stimulation. Et lors de ce rendez-vous, assez froidement, en fait, elle m'a simplement expliqué qu'il s'agissait peut-être d'un kyste qui se résorbait, donc d'où ces douleurs et les pertes de sang assez importantes que j'ai eues. Ou elle me dit, ou alors peut-être qu'il y a eu une accroche de quelque chose et puis que c'est parti. Et à ce moment-là, en fait, c'était pas tant qu'elle me dise... voilà, c'est le médecin, quoi. Elle m'explique les éventuelles choses qui pouvaient être liées à ça. Mais après, encore une fois, c'était un peu dans la façon de faire aussi. Mon mari était présent. Et alors, quelques heures avant le rendez-vous, on en avait discuté tous les deux et on s'était dit qu'on avait là besoin d'une pause totale par rapport à la PMA. Et en fait, j'ai pas pu parler clairement quand elle nous a expliqué ça. C'est mon mari qui a pris le relais en disant écoutez, nous on va s'arrêter là en fait. On va faire une pause. Ma femme en a besoin et il faut remettre un petit peu à plat tout ça, quoi. Et là, le médecin était assez insistante en disant que c'était dommage, que voilà, on était encore jeunes, on n'avait pas de soucis et que non, il faut tenter la 4e, il n'y a pas de raison, quoi. Alors moi, j'étais dans un état, mais tellement, j'étais fatiguée, j'imagine. Épuisée que j'ai dit oui d'accord, si on peut clôturer ça comme ça, ok, on clôture comme ça, après pourquoi pas, on sait pas, un miracle peut toujours arriver, mais après ça par contre on tient à tout stopper et à faire une pause le temps qu'il faudra. Donc à ce moment-là elle a senti un peu le truc arriver et tout de suite elle nous a dit écoutez, si celle-là marche pas, on passera directement aux inséminations. Parce qu'il y avait quand même ce côté, à chaque rendez-vous, moi je lui disais, bon les simulations c'est bien, mais
créer des follicules que j'avais déjà, hein, je Ouais. produisais déjà naturellement des follicules. Donc, on a tout arrêté à l'issue de cette 4e stimulation. Donc pendant toute une année, pendant toute l'année 2018, on a tout arrêté. Et là, en fait, j'ai vraiment pris le temps de me reconstruire, alors aussi bien dans notre couple, on retrouve un peu cette liberté, cette folie qu'on avait l'habitude d'avoir, repartir en week-end, enfin voilà, se faire des choses sans calculer, parce que les injections, malgré tout, comme il faut les faire à heure fixe Eh oui. pendant un certain nombre de jours, ça impose les repas chez les potes, les vacances, enfin voilà, il y a une organisation qui doit se mettre en haut derrière en plus de ça, et pas forcément super agréable quand on a un peu la bougeotte, quoi. Donc voilà, donc cette année quand même, l'année 2018 m'a vraiment permis de me recentrer, et là pour le coup de faire face à tout ce quoi je devais faire face, en fait. Donc il y avait toutes les choses qu'on avait vécues les précédentes années, mais il y avait aussi moi, en fait, parce qu'au travers de ces 2 années, donc là on entamait la 3e année, je me perdais complètement. Moi, il y avait beaucoup de choses que je commençais à faire dans ma vie qui n'étaient pas moi. J'étais extrêmement susceptible, mais du coup, en fait, par exemple, on m'annonçait une grossesse, en fait, je me disais, mais elle le fait exprès ou... Et c'est vrai que, moi, je suis nature, au contraire, à être beaucoup dans l'écoute, dans l'échange, dans le soutien aussi. J'étais devenue l'opposé. Donc tout ça, ça m'a vraiment permis cette année-là de me recentrer, du coup, de découvrir aussi tout un autre aspect de moi aussi, par le biais, alors beaucoup des médecines douces. Alors du coup, moi je me suis tentée au yoga déjà dans un premier temps pendant les stimulations, puisqu'à ce moment-là, le yoga, ça faisait des années que je voulais en faire, et j'ai jamais osé franchir le pas. Et en fait, il s'est avéré que pendant la période des stimulations, il y a eu un moment où j'ai senti que j'étais en train déjà de m'imposer quelque chose. Donc là, j'étais quand même je pouvais aussi m'offrir cette liberté de me dire, allez, depuis le temps que tu veux le faire, vas-y, ça te fera du bien. Et en parallèle de ça, à peu près en même temps où j'ai commencé le yoga, j'ai commencé à découvrir la méditation. Donc ça aussi, je continue toujours. C'est assez magique. Et à côté de ça, donc en 2018, donc là j'ai découvert une femme qui était ostéopathe et magnétiseuse, assez fou aussi. J'ai également fait de la sophrologie à ce moment-là, et un énergéticien que j'ai vu. Donc ça, c'était sur la fin de l'année 2018. J'ai rencontré un énergéticien, et pareil, qui m'a procuré beaucoup de bien. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, pendant cette année-là où je découvrais un peu toutes ces médecines alternatives et ces techniques un peu qui font que du bien, au début, je me disais, faut faire attention à ce qu'ils nous disent, faut pas trop se raccrocher à certains ressentis. Et en fait, au bout du compte, je me suis rendu compte qu'en fait, peu importe finalement comment on va interpréter toutes ces choses qu'on peut ressentir ou entendre, tant que ça nous fait du bien. Et tant que ça nous procure ce bien-être, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais c'est là en fait. Il faut juste arrêter d'analyser. À ce moment-là, je me suis dit, ok, si l'enfant était arrivé il y a 3 ans, certainement pas là encore aujourd'hui, et certainement que ce soit ma grossesse, ma vie de mère, je la vivrai pas du tout comme à présent je vais la vivre en fait. C'est vraiment... là, j'ai compris, et seulement au bout de 3 ans, j'ai compris que rien n'était un hasard, que les choses arrivaient toujours pour une bonne raison. Alors, il y a des choses pour lesquelles on découvre vite pourquoi, mais il y a des choses, des fois, il faut plus de temps aussi. Malgré le fait que ça fait quand même 3 ans, je me disais, heureusement que ça prend peut-être plus de temps que prévu. J'avais hâte que ça arrive, je commençais à me sentir de plus en plus prête. Et en même temps, je me disais, mais il ne faut pas que ça arrive trop vite, en fait. Donc, on a fini cette année, donc symboliquement, par un super voyage qu'on voulait faire depuis longtemps. Et on s'est dit, quand on revient, on repart et on verra, quoi. On repart un petit peu plus fort et beaucoup plus confiant. Et puis, surtout, en se connaissant mieux aussi. Donc, du coup, là, vous arrivez 2019 et vous retournez au centre de PMA, du coup. Voilà, donc là on reprend un rendez-vous, donc entre le moment où on prend rendez-vous, on a le rendez-vous un mois et demi après. D'accord. Donc là cette fois-ci par contre on décide de changer de médecin, parce qu'en fait on n'était vraiment pas satisfait. Avec le recul, cette année-là nous a fait rendre compte que
on n'était pas sur la même longueur d'onde. C'était un très bon médecin, mais pas fait pour nous. Donc on s'est dit, allez, on va faire confiance à quelqu'un d'autre que j'avais eu l'occasion de rencontrer lors de mes différents rendez-vous de contrôle, avec qui ça avait toujours bien marché. Donc on a foncé avec elle. Et en fait, alors ce qui s'est aussi passé juste pendant l'année 2018, c'est que j'ai acheté des tests d'ovulation. Parce qu'en fait, quand j'essayais un petit peu plus ou moins de détecter mes périodes, etc., j'avais un peu de mal. Et en fait, il s'est avéré qu'au bout, j'en ai fait pendant 3 mois des tests d'ovulation. Et en fait, à chaque fois, ça me donnait une ovulation vers le 18e, voire le 19e jour de mon cycle. Donc, lors du premier rendez-vous avec ce nouveau médecin à la PMA en 2019, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, voilà, j'ai l'impression que mon ovulation est quand même tardive. Et du coup, j'ai une phase lutéale, donc la fameuse phase entre l'ovulation et les règles, est relativement courte. Et oui, ça on sait en plus que ça peut être un des... Enfin on sait, en fait, on le sait pas forcément d'ailleurs, même que la phase pour l'ovulation, de savoir quand on ovule, c'est hyper important, voilà, pour avoir des rapports plus ou moins à cette période-là, pour qu'un spermatozoïde puisse rencontrer une ovule, mais on sait pas que après cette ovulation, il faut plus ou moins une dizaine de jours pour que justement il puisse y avoir la nidation. Et si c'est trop court, la nidation ne peut pas se faire. Donc, et ça, t'avais pas fait tout plein de tests pour savoir comment fonctionnait exactement ton cycle ? Alors par rapport à mon cycle, non. Alors moi, au tout début, quand mon gynécologue avait fait une échographie et avait regardé mes prises de sang par rapport à ça, il m'avait dit à l'époque, je me rappelle, votre ovulation m'a l'air un petit peu fainéante. Ouais. Bon, elle arrive, il m'avait dit elle arrive, c'est le principal. Et selon lui, alors à l'époque, selon lui, ça pourrait être lié au fait que quand même j'ai pris la pilule pendant 15 ans. Et que du coup mon système, mon outil, il a été tellement soutenu pendant ces 15 années-là de façon artificielle, aujourd'hui il devait reprendre un peu le truc par lui-même, mais sauf que il était devenu un petit peu plan-plan quoi. D'accord. Donc voilà, mais après par rapport à ça, non. Tu vois, il n'y a pas eu de recherche plus que ça. Par contre, quand j'en ai parlé donc avec notre nouveau médecin à ce moment-là, elle avait repris mes fameuses stimulations que j'avais faites et elle a constaté que je déclenchais sur les mêmes périodes que mon ovulation naturelle en fait. Et là, elle, sans trop le dire, elle nous a fait comprendre que c'était pas trop normal, quoi. D'accord. Qu'il aurait peut-être fallu qu'au niveau des injections, elles soient un petit peu plus fortes pour pouvoir déclencher plus tôt et avoir une phase lutéale correcte pour avoir une durée nécessaire. Donc là déjà dès les premières minutes je me suis dit ok, c'est bon, on est sur la même longueur d'onde. Et puis aussi dans cette bienveillance là, parce que même si ça reste la PMA, ça reste assez mécanique et c'est des techniciens clairement, c'est vrai que le côté un peu humain, la bienveillance, c'est assez rare quand même dans ce milieu-là. Donc là, pour le coup, on est tombé sur quelqu'un qui avait ça en fait. Sa première question à chaque début de rendez-vous, c'était comment vous vous sentez ? Comment vous vivez là les injections ? Si on changeait de produit, elle me demandait comment mon corps avait l'air de réagir, comment je ressentais. Alors qu'avec l'autre médecin, c'était non, il y avait rien à y redire. C'était complètement médical. Donc avec celle-ci, donc là cette fois-ci, elle partait dans l'idée qu'on fasse donc 3 inséminations et qu'on enchaînerait avec les FIV si ça donnait rien. Tu peux nous expliquer la différence entre insémination et FIV rapidement pour celles qui ne connaîtraient pas forcément ? Alors, l'insémination, donc ça se passe comme les stimulations, injection, donc de J3, J4 jusqu'au moment de l'insémination, sauf que cette fois-ci, c'est pas avec des rapports programmés, mais c'est direct, c'est inséminé, c'est-à-dire que l'homme va faire son recueil, en général c'est vers 7h30, 8h, au laboratoire. Et 2 heures après, on insémine la femme, donc avec un cathéter extrêmement fin, pour mettre les spermatozoïdes, pour franchir le col en fait. C'est vraiment pour éviter qu'ils aillent lutter dans le col, qui des fois, c'est aussi c'est la raison de certains problèmes aussi, cette histoire de glaire qui n'est pas compatible et qui tue les spermatozoïdes et qui se situe dans le col. Donc là, voilà, c'est pour passer un petit peu ce barrage-là et hop, directement déposer les spermatozoïdes. Oui, il faut au plus près de l'entrée des trompes pour qu'après ils aillent faire leurs petites affaires. La FIV,
Alors la FIV, là, cette fois, le but de l'inverse de la stimulation et de l'insémination, le but c'est de produire le maximum de follicules pour qu'ensuite on vienne ponctionner les ovocytes qui seront nés de ces follicules-là, en fait. Et ensuite, donc, on les récupère en laboratoire. Il y a plusieurs FIV. Donc, soit ils les mettent en contact avec les spermatozoïdes, il y a fécondation, et par la suite, on viendra féconder, inséminer la femme de l'embryon. Et il y a la FIV ICSI. Donc là, en fait, on vient forcer, on vient injecter un spermatozoïde qui a été sélectionné dans l'ovocyte. Donc du coup, donc on partait sur trois inséminations. Donc là, nous on était hyper contents parce qu'on s'est dit c'est plus concret. Oui. C'est beaucoup plus concret et du coup on repart sur plus ou moins le même traitement avec une dose un peu plus forte. Donc là, moi j'ai très très bien vécu cette première insémination. Un petit peu avant le déclenchement, puisque comme la stimulation vient déclencher l'ovulation à un certain moment, un petit peu avant le déclenchement, lors d'un de mes rendez-vous, mon médecin, elle a vu à l'échographie que j'avais comme un petit quelque chose dans l'utérus. Donc elle me disait ça peut être soit un repli muqueux, soit un polype. Oui. Donc ça peut être notamment lié à toutes ces injections, c'est hormonal en fait la plupart du temps dans ces protocoles. Donc elle me disait pour l'instant il n'y a pas de souci pour l'insémination, donc on va continuer, on va faire le déclenchement, on va faire l'insémination et puis on surveillera. Mais voilà, donc par rapport à ce polype, j'ai commencé à me dire t'inquiète pas trop. J'avais un côté qui me disait t'inquiète pas trop, ça va bien se passer, et d'un autre côté je me dis c'est pas normal. Il y a un truc qui est pas normal. Donc l'insémination s'est fait malgré tout normalement. Alors c'était la première, donc assez j'ai pas eu de douleur, mais par contre c'est très froid quoi. C'est comme quand pour moi j'ai vraiment comparé ça à ça. C'est comme quand je vais faire mon frottis, sauf que au lieu de me prélever quelque chose, on me met quelque chose. Ouais. Et il y avait mon mari à mes côtés, et puis oui, c'est assez surprenant. Donc voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. S'en est suivi des dizaines de jours d'attente. Donc j'ai beaucoup psychoté, carrément, je ne vais pas dire le contraire. Mais voilà, au bout de 12 jours, j'ai mes règles qui sont arrivées, donc je n'ai pas eu du tout le temps de faire la prise de sang. Dans mon centre, en fait, ils préconisent la prise de sang à 15 jours après le transfert. Donc voilà, moi, je n'ai pas eu besoin d'attendre, puisque ça arrivait à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, donc on repart dans l'idée qu'on refait une deuxième insémination en suivant. Et au moment du contrôle, avant de commencer le traitement, la fameuse petite chose qui était dans mon utérus, ça a grossi. C'était passé de 4 mm à 6 mm. Donc là, le médecin m'a dit c'est bien un polype. Donc là, on ne peut rien lancer pour l'instant, il faut qu'on l'enlève. Donc ça, je crois que c'était un lundi. Et je me suis fait opérer le jeudi. Donc ça allait super vite. Ouais. Parce qu'en fait, dans l'idée de mon médecin, c'était plus tôt on retire le polype, plus tôt vous cicatrisez, et plus tôt on repart sur quelque chose, une insémination, et on perd pas de temps. Je suis quelqu'un d'assez impatiente. Ouais. Mais par contre, quand on me presse trop, j'aime pas non plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a beaucoup... Je pense que ce qui m'a beaucoup bousculée à ce moment-là, c'était pas vraiment le fait qu'il y ait un polype, parce que je savais qu'on allait pouvoir me le retirer, et puis j'avais confiance, je me disais ça va bien se passer, mais c'était le fait que là on était en train de me précipiter parce qu'il y avait des délais, parce que 2 mois après le centre fermait aussi parce qu'on rentrait sur une période estivale, et du coup ça s'est très très bien passé. Donc en fait le gynécologue m'a fait, parce qu'à l'occasion de l'opération il en a profité pour refaire un autre examen que j'avais pas eu l'occasion de faire, et c'était une hystéroscopie. Donc là, en fait, c'est avec une toute petite caméra, il est venu dans mon utérus, donc enlever le polype, et en même temps, il est allé regarder, donc c'est un peu ce qui complète la fameuse radio des trompes, il allait regarder au niveau de la cavité s'il n'y avait pas de nouveau d'une anomalie, quelque chose, au niveau des parois, etc., qui aurait pu expliquer aussi cette infertilité inexpliquée. Donc non, il n'y avait rien. Donc en fait, on est vraiment sorti du rendez-vous, c'est en ambulatoire. Donc le matin, j'ai été opérée, l'après-midi, j'étais sortie. Moi, je suis vraiment sortie
bien rassurée à ce niveau-là. Par contre, ouais, complètement chamboulée par la vitesse à laquelle il a fallu mettre en place cette opération, puisque le lundi, j'avais donc le rendez-vous pour m'annoncer ce polype. L'après-midi, on m'a appelé pour me dire « On a pris un rendez-vous pour vous auprès du chirurgien, vous êtes opéré jeudi ». Et je crois que c'est seulement, alors pas le mardi, mais je crois le mercredi, j'ai fait le rendez-vous anesthésiste, le lendemain, j'étais opérée, quoi. Ouais, c'était rapide, très rapide. Ouais, c'était très rapide. Après, en soi, c'est bien, mais voilà, moi, j'ai toujours un peu cette tendance aussi à... Il y a un temps pour assimiler les informations, quoi. Après, s'en est suivi 3 semaines à peu près de repos, voilà, où je me suis un petit peu reposée pour le coup, parce que, voilà. Et s'en a enchaîné donc la deuxième insémination. Alors, bizarrement, j'étais confiante, mais j'étais lassée. C'est ça, j'en avais marre en fait. Là, j'arrivais, donc là, on était sur nos 4 ans d'essai, et là, j'en avais ras-le-bol. Tous les jours, je disais à mon mari, tu sais, j'en ai marre en fait. Là, et je pense, alors encore une fois, avec le recul maintenant, qu'à ce moment-là, en fait, ce qui était en train de se passer, c'est que tout doucement, j'allais vers une autre étape en fait dans mon esprit. J'étais en train d'accepter. On était à 4 ans d'essai, ça faisait presque une bonne année que j'en parlais de façon très assumée et très ouverte de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'au tout début, on n'en parlait pas. Quand on est rentré en PMA, j'ai commencé à en parler avec des gens, soit qui étaient passés par là, que je connaissais, bien sûr, ma famille, enfin mes parents, voilà, les gens qui sont très proches. Et pendant cette fameuse année de pause, je sais pas vraiment pourquoi, mais en fait, parce que les questions, forcément, c'est toujours pareil, hein, comme tout le monde a de toute façon, inévitablement, vous avez des enfants, pourquoi vous n'avez pas d'enfants, quand est-ce que vous aurez des enfants? Et en fait, il est arrivé un moment où j'en ai eu marre et j'ai dit la chose, en fait. J'ai dit, voilà, on essaye depuis tant de temps. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Donc déjà, généralement, ça suffit pour boucler les questions. Ouais. Et puis, bon, il y en a certains, oui, il y a eu aussi des réactions, on va dire, la culpabilité quelque part, même si, voilà, moi, je suis pas du genre à laisser les gens dans le sentiment de culpabilité, mais plutôt à dire, t'inquiète pas, hein, on vit ça, on n'a pas le choix, c'est notre chemin, c'est ce qui est prévu pour nous, donc... Voilà, c'est pas grave. Après, on s'en sortira d'une façon ou d'une autre. Et puis, c'est pas... Voilà. Voilà, le fait déjà d'avoir commencé à en parler, soit dans mon milieu professionnel que personnel, je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à doucement aller vers ce chemin d'acceptation, puisqu'en fait, au total, j'aurais mis un peu plus de 4 ans pour accepter ce qui se passe. Et en fait, ça, je l'ai réalisé, j'ai pu mettre les mots dessus pendant cette deuxième insémination qu'on a faite, et durant laquelle, à ce moment-là, j'avais décidé de prendre pas mal de rendez-vous avec ma sophrologue parce que j'en sentais le besoin aussi. Et à ce moment-là, en fait, je sentais aussi que ce besoin de retrouver ma place, j'avais aussi besoin de retrouver ma place de femme auprès de mon mari, et plus de cette femme qui n'arrivait pas à tomber enceinte auprès de mon mari, quoi. Enfin, Ouais. c'était un peu difficile à expliquer, mais voilà, c'était vraiment ça qui arrivait à ce moment-là. Et là, ma sophrologue m'a dit à ce moment-là, quand je lui ai dit ça, vous êtes en train de lâcher prise. Lors de ce fameux rendez-vous donc avec ma sophrologue où j'ai réalisé tout ça, que je voulais faire la chose pour moi, c'est là où je lui ai dit, en fait, pendant toutes ces années, j'ai fait tout pour tomber enceinte, pour avoir mon enfant, et mais moi, dans tout ça, en fait. Enfin, là, je me rendais compte que, en fait, j'avais ma place et qu'il fallait juste que je la retrouve un peu, quoi. Donc, du coup, pendant cette insémination, avec ça que j'avais en tête, je me suis dit, ok, maintenant, prends plus la tête, quoi. Et c'est vrai que bon, là-dessus, c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé pendant cette tentative, parce que pour le coup, voilà, on a lâché tout. L'insémination s'est très bien passée. Ça n'a pas marché. Oui. mais c'est vrai, bon, on était au début de l'été à peu près à ce moment-là, et c'est vrai que j'étais, comment dire, autant quelques semaines avant, au début on a commencé l'insémination, je me dis bon, là c'est l'insémination, la prochaine ce sera seulement après l'été, il y aura de l'attente et ça m'ennuyait. Autant à ce moment-là, en fait, avec toutes les prises de conscience que j'avais eues, je me suis dit ok, maintenant j'ai 2 mois pour me laisser du temps et repenser à ce que j'ai réalisé récemment pour commencer peut-être à réfléchir à un autre plan d'attaque, quoi. Là-dessus, il y a eu donc ce négatif de nouveau, et d'ailleurs qui n'a pas été long du tout, puisque entre l'insémination et quand mes règles sont arrivées, j'ai trouvé que le temps est passé très très vite. Donc voilà, comme quoi je pense aussi il y a forcément
un effet à partir du moment où on se sent vraiment sur d'autres choses. Voilà, l'attente est beaucoup moins pesante. Donc voilà, ça se passe bien, tranquillement. On repart. Donc là, vous êtes en plus ou moins en juillet 2019, c'est ça? Voilà, c'est D'accord. ça. Et donc à la rentrée, ouais. voilà, on a donc ce nouveau rendez-vous avec le médecin. Et là, elle nous dit bon bah moi je serais favorable à ce qu'on tente pas la 3e insémination, mais qu'on passe en FIV parce que D'accord. là, on avance en âge, même si on n'est pas Dieu. Enfin voilà, elle nous dit être assez confiante pour quand même partir sur un protocole FIV. Et puis je pense qu'elle nous sentait que voilà, ça commençait à faire un peu long tout ça. Donc on part là-dessus. Et donc pendant tout un mois, en fait, on a enchaîné donc rendez-vous avec un psychologue en couple pour lancer la FIV. C'était obligatoire. D'accord. Une réunion d'information. Donc voilà, il y avait plusieurs couples dans la même situation que nous, avec un médecin de la PMA qui nous a présenté pendant une demi-heure, 3/4 d'heure le concept de la FIV, ce qui allait se passer. Un rendez-vous avec le biologiste qui nous a expliqué les différentes FIV qui existaient. Donc nous, à ce moment-là, il a été décidé qu'on passe en FIV ICSI directement, donc la fameuse FIV où on vient inséminer un ovocyte avec un spermatozoïde. Donc on vient un petit peu plus forcer la donne, quoi. Et donc le rendez-vous anesthésiste forcément pour la ponction ovarienne. Et un rendez-vous avec notre médecin pour la remise des ordonnances. Donc ça a duré 1 mois. Donc ça a été assez rapide parce qu'en général, ça peut être 2-3 mois le temps d'avoir tous les rendez-vous. Mais c'est vrai qu'à mon centre, ils font aussi en sorte de nous caler en fonction de la réunion d'information, que ça soit calé avec le rendez-vous psy. Enfin, voilà, ils anticipent aussi de leur côté pas mal de petites choses pour que tout se cale bien et que en 1 mois tout soit fait. Et donc on a démarré le mois suivant. Début novembre. Donc là, on commence. Alors, à la différence des stimulations et des inséminations, il n'y a pas que des injections. Là, j'ai des cachets aussi à prendre. Donc, on a démarré... alors, moi, je démarre au 25e jour de mon cycle avec des cachets jusqu'à peu près J5 du nouveau cycle. Et à ce moment-là, à partir de J5, donc moi j'avais eu un rendez-vous avec une petite échographie, une petite prise de sang, voir comment ça se passe, tout va bien. Et là, ce soir-là, on commence les injections. Donc là, j'ai eu des injections pendant environ, pareil, une dizaine de jours. La seule différence de la stimulation et de l'insémination, c'est qu'on a une injection tous les soirs, mais au bout du 7e jour d'injection, j'ai dû rajouter une 2e injection. Donc j'avais 2 injections à faire pendant à peu près 4 jours. L'injection qui a duré à peu près 11 jours, ça c'est pour booster au maximum les follicules pour qu'il y ait le maximum d'ovocytes possible. D'accord. Et la deuxième qu'on vient compléter, qu'on vient rajouter au bout à peu près de 7 jours, c'est pour bloquer l'ovulation. Donc en fait, d'un côté, on stimule la mort et de l'autre côté, on bloque, quoi. Okay. On bloque parce qu'en fait, il ne faudrait pas que l'ovulation arrive spontanément et que du coup, la ponction ovarienne ne puisse pas se faire et que la FIV soit annulée. Voilà, c'est ça. Cette deuxième injection que j'ai eu à faire, donc moi j'ai faite pendant 4 jours avant la ponction, elle a été extrêmement douloureuse. Là, j'avoue que j'avais lu des petites choses dessus, j'y croyais pas trop, je me dis bon. Des fois, c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus douillettes que d'autres. Ouais. Mais non, j'avoue, c'était pas très agréable. Alors, c'était pas une douleur à en pleurer, mais c'était vraiment ce côté, en fait, la sensation que ça me faisait, j'ai l'impression de sentir le produit passer, parce que c'est dans le ventre qu'on fait. Et à un moment donné, au bout d'une dizaine de secondes après l'injection, c'est comme si ça se fige. Comme si il y a quelque chose là dans notre peau qui se fige. Enfin, c'est vraiment, je pense que c'est un produit ultra puissant, quoi. Et du coup, ça... Donc ça, voilà, moi je l'ai eu pendant 4 jours. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 6 jours avec cette piqûre, mais moi, heureusement, j'ai pu stopper un peu avant. Et donc, après toutes ces injections, est arrivé le moment où on a déclenché. Et à partir du moment où on déclenche, 48 heures après, 48 heures après, on fait la ponction ovarienne. D'accord. Donc là, en fait, on déclenche. Pendant 1 jour, il n'y a plus rien, plus de piqûres, et ça, on revit. Et le lendemain, donc nous, on est tous convoqués à 7h du matin, parce qu'en fait, dans notre centre, il s'est trouvé qu'il y a des patientes qui viennent de loin. Et des fois, elles étaient convoquées à une certaine heure.
Sauf que des embouteillages, des choses comme ça, et elle finissait par ovuler dans la voiture, quoi. Donc arrivée à la clinique, c'était fini. On pouvait plus, quoi. Donc suite à ces petits épisodes-là, c'est ce que notre soeur nous a expliqué. En fait, ils ont décidé, voilà, de convoquer tout le monde à la même heure. Donc c'est un petit peu particulier, quoi, parce que du coup, on arrive en ambulatoire, donc il y a toutes sortes d'interventions. Mais quand on voit tous les couples assis dans la salle, on sait pourquoi. Ouais. Donc c'est un petit peu bizarre. On se retrouve, je crois que le maximum, quand j'avais demandé combien maximum ils convoquaient par jour pour les ponctions, c'était, je crois, 6 ou 7 couples. Ouais. Enfin, 6 ou 7 femmes. Donc, ouais, ça fait du monde. J'imagine, ouais. Donc moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, je me suis préparée en me disant, bon, je sais pas quelle heure je vais passer. Je vais imaginer que je vais passer la dernière. Enfin, vraiment, voilà, j'imaginais... voilà, les scénarios les plus pénibles en fait, parce que si on passe la dernière, on attend longtemps dans la chambre toute seule, enfin bon, tout est beaucoup plus long. Et donc finalement, à ma grande surprise, j'étais la première à passer. Donc en fait, on est appelé, donc comme toute intervention en ambulatoire, on avait fait la préadmission la veille. On est appelé, on complète les dossiers, on nous emmène dans une chambre. Alors moi, ma bonne surprise, c'est que c'était pas prévu, on m'a mise dans une chambre individuelle, donc ça c'était cool. J'imagine. Et puis donc là, je me prépare et en parallèle, là, mon mari me quitte pour aller faire son recueil. Puisqu'en fait, en parallèle, forcément, il faut que lui aussi aille faire son recueil pour que quand mes ovocytes vont être prélevés, il puisse faire la FIV tout de suite, quoi, rapidement, quoi. Enfin, oui, j'imagine. faire les injections dans les ovocytes rapidement. Donc je me suis retrouvée donc j'avais un petit peu peur quand même de me retrouver toute seule. Surtout que mon mari est toujours avec moi, hein. Il est toujours très présent, donc c'est vrai que ça m'a fait drôle. Mais voilà, ça s'est très bien passé. C'est mon médecin qui me suivait habituellement qui m'a fait la ponction, donc j'étais très très rassurée et très contente de l'avoir. Donc moi j'ai fait le choix de faire en anesthésie générale la ponction ovarienne. On peut la faire en local. Ouais. Moi je sais que je l'ai fait en général parce que clairement, encore une fois, hein, alors, moins je sais, mieux je me porte, moins je vois et mieux je vais, quoi. C'est c'est un peu la même chose, quoi. Donc sur certains aspects en tout cas, hein, c'est vraiment... Donc voilà, c'est une très très faible anesthésie, hein, parce que j'ai souvenir, je me suis réveillée vraiment sur la fin. J'entendais les petits bip bip, tout ça là. Et puis après, donc je me suis réveillée. Je crois que j'étais en chambre vers 10h. D'accord. Donc, alors comme mon mari était parti avec mon portable et tout ça, parce que moi, pendant les hôpitaux, voilà, faire attention. Du coup, j'avais rien pour communiquer avec lui. Donc c'est une infirmière qui m'a dit qu'il allait le contacter pour l'informer que j'étais sortie. De toute façon, ils le feront en temps habituel. Et qui viennent me rejoindre. Donc il est arrivé tout fin de matinée. Et là, on a attendu ensemble pendant à peu près 2 heures, le temps que le médecin vienne nous faire le compte-rendu de ce qui a été prélevé et de ce qui va suivre après, en fait, nous expliquer. Donc, au total, sur cette FIV-là, donc 11 ovocytes ont été prélevés. 9 matures. Donc ça, moi, je m'y attendais puisque le fait, c'était 3 jours avant où j'avais fait donc mon dernier examen pour contrôler mes follicules. Le médecin qui m'avait examiné m'avait dit il y a probablement 9 follicules matures. Donc en fait, voilà, tu le savais plus ou moins. Je le savais, voilà, plus ou moins. Et donc là, il nous explique que là, on allait voir ce que ça allait donner et qu'il nous appellerait il nous appellerait pour nous dire si jamais il n'y avait rien, hein, s'il n'y avait pas d'embryon ou que les embryons n'avaient pas tenu. Mais sinon, on a fixé à ce moment-là, 3 jours après, le transfert d'un embryon. Donc sans même savoir si on allait avoir un embryon, ils nous ont quand même fixé un rendez-vous 3 jours après. Voilà, en nous prévenant, voilà, si jamais ça ne se faisait pas, même jusqu'au dernier moment, sachez qu'on peut vous appeler. Donc, vous êtes convoqué à 10h, à 9h30, on peut vous appeler, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Bon, allez, zen attitude. Donc là, du coup, alors moi, c'est vrai que du coup, j'ai été mise en arrêt de travail à ce moment-là parce que, entre la ponction, le moment aussi où il allait y avoir le transfert, c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne me voyais pas du tout aller travailler.
j'avais juste envie de me reposer. Et puis là, pour le coup, pendant 3 jours, enfin 2 jours en tout cas, j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai fait beaucoup de visualisation et je me suis dit, allez, ça va le faire, fais les choses qui te font du bien. Et je me suis vraiment occupée de moi. Donc, le 3e jour arrivé, donc nous, dans le centre PMA où je suis, ils ne nous préviennent pas de l'évolution ou de l'avancée des embryons. Alors, je sais que dans certains centres, ils te t'appellent tous les jours. Ce jour-là, on se prépare. Donc moi, elle m'avait dit jusqu'à 9h30 on peut vous appeler. Donc jusqu'à 9h30, j'étais au taquet devant mon téléphone. Tu m'étonnes. 9h31, c'est bon. C'est bon, on peut se préparer, on peut y aller tranquillement, ça va le faire. Et donc on y va. Et là, alors là, j'avoue, autant parce qu'en fait, la salle dans laquelle on transfère l'embryon, c'est les mêmes salles que là on fait les inséminations. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, vraiment, quand je suis arrivée dans la salle, alors est-ce que aussi c'est parce que moi j'ai un petit peu aussi changé à ce moment-là dans mon esprit et tout ça, mais j'ai une perception de la salle différente. Et là, j'avais vraiment ce sentiment de me dire, waouh, on est dans un endroit où on va me mettre un embryon dans le ventre et c'est magique. Enfin, là, je me suis rendu compte à quel point il y a tout le côté médical qu'on peut voir comme quelque chose d'assez lourd, d'assez compliqué à gérer émotionnellement. Mais après, à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait aussi cette magie. Même mon mari, qui est pas trop là-dedans, même lui m'a dit, c'est des magiciens. C'est entre ceux qui préparent dans le laboratoire, ceux qui nous inséminent, enfin, tout était fou. Donc, déjà, là, on était dans vraiment ce côté de se dire, on ne sait pas ce qui se passera demain, mais là, il faut qu'on savoure ces instants, puisque notre embryon est là. On n'a été encore une fois jamais jusque-là. Donc c'était dingue. Et donc là, le médecin nous explique qu'au total, on a obtenu 4 embryons. Alors elle s'est pas trop penchée sur les trois autres, mais sur celui qu'on allait m'inséminer, elle a vraiment insisté sur le fait qu'il était vraiment parfait, il avait toutes les cellules comme il fallait, qu'ils étaient tous heureux de voir un embryon comme ça. Donc vraiment la confiance au top du top, quoi. Je me dis c'est bon, c'est le mannequin des embryons, quoi. Il va tout donner. Et donc voilà, donc l'instant où après il nous insémine l'embryon, donc on le voit en direct, en fait, c'est comme avec l'échographie pelvienne, à l'écran, on voit le cathéter rentrer dans l'utérus et puis déposer. Alors ça fait comme une petite fumée blanche, là, une petite... c'est assez... c'est très très petit, hein, mais on voit par une petite traînée blanche, en fait, que ça a été déposé. Et puis voilà, et puis là, on nous dit... alors on nous fait une petite photo. Et puis on nous dit que il faut rester tranquille, il faut reprendre sa vie normale, mais pas faire le soin élastique, quoi. Hein. Il faut rester... faut rester comme on est, mais sans trop d'excès, mais en se faisant plaisir. Et puis, moi, ils m'ont pas du tout laissé allonger ou quoi que ce soit, parce que je sais qu'ailleurs aussi, ça se fait comme ça, mais moi, ça a été classique, quoi. Hein. On insémine, on a attendu 5 secondes, et puis après, on m'a relevé, on s'est rhabillé, enfin, je me suis habillée, et puis c'était parti pour les 15 jours d'attente. D'accord. Et alors, au bout des 15 jours Alors, au bout des 15 jours, j'ai commencé à avoir du sang. Un peu avant les 15 jours, j'ai commencé à avoir du sang. Donc là, pour moi, les règles arrivaient. J'ai essayé de contacter le biologiste parce qu'à ce moment-là, je n'avais aucune nouvelle des autres embryons. Et en fait, on avait bien eu le courrier pour nous informer que les 3 autres embryons n'avaient pas tenu. Sauf que mon mari avait réussi à intercepter le courrier. Et le jour où on l'avait reçu, il m'avait expliqué que il m'avait pas senti du tout prête en fait à voir ça parce que j'étais sur un jour un peu sans. Et ce qui m'a permis malgré tout du coup d'avoir le biologiste en direct et qu'il a pu m'expliquer, même si on ne peut pas trop expliquer pourquoi les 3 embryons n'ont pas tenu, mais au moins toutes les alternatives qu'on peut avoir ensuite, puis nous préparer psychologiquement à la suite. Donc ça m'a apaisée, ça m'a fait mal aussi en même temps. Et puis j'avais ce début, du moins j'avais l'impression ce début de règle puisque je perdais du sang. Et puis quand j'ai contacté la PMA, eux m'ont dit écoutez, la prise de sang qui était prévue à J15, on va l'avancer, vous venez dans 3 jours, on fait la prise de sang. Parce que nous, il nous faut de toute façon la prise de sang, quoi.
Donc je vais la faire. À ce moment-là, j'avais plus de sang. Pendant 3 jours, j'ai eu beaucoup de sang quand même. Et en fait, lors de cette prise de sang, je suis allée la faire et il s'avérait qu'elle était alors, faiblement positive. Donc ton premier positif depuis toutes ces années d'attente. Voilà. Exact. Alors en plus, c'était pas vraiment le taux, il était entre ni positif ni négatif. Donc là après, j'ai appelé le lendemain la PMA qui m'a expliqué que c'est synonyme d'accroche, qu'il y a eu quelque chose qui s'est accroché, mais qu'au vu du sang que j'ai pu perdre pendant 3 jours auparavant, voilà, ça n'a pas tenu. Bon, ok. Donc là, ils m'ont dit, il faut refaire la prise de sang demain, donc 48 heures après la précédente, pour contrôler. Et je vais refaire ma prise de sang là, et le taux avait doublé en fait. Donc là, je me dis bon. C'est étrange quand même. Oui. Donc là, quand j'ai eu la clinique au téléphone, ils m'ont expliqué, en fait, les règles que j'ai eues, c'était des règles d'anniversaire. Donc pour moi, c'était légendaire ce truc-là. Mais effectivement, ça arrive bel et bien à certaines personnes. Et alors, est-ce que ça peut être aussi lié à toutes les hormones qu'on injecte? Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Le corps est complètement perturbé. Donc voilà, et à ce moment-là, elle me dit, à partir de maintenant, on va vous suivre toutes les 48 heures pour faire des prises de sang jusqu'à ce qu'on vous dise d'arrêter. Et là, pour nous, vous faites partie des femmes enceintes fragiles, quoi. Donc on part un petit peu dans cette idée. Moi, en parallèle, quand même, j'appelle le biologiste le même jour parce que j'avais aussi un peu envie d'avoir son point de vue. Et lui me dit, écoutez, d'après les parcours que lui, il a pu suivre jusque-là, il me dit, pour moi, vous faites une grossesse non évolutive. C'est-à-dire qu'en fait, au vu du taux, la grossesse va continuer d'évoluer, mais elle va s'arrêter, on peut pas savoir quand. Là, ça a été waouh. J'imagine. Ok, bon. Déjà, depuis le début de cette grossesse, c'était pas, je dirais, agréable dans le sens où déjà, avec les pertes de sang que j'avais eues, bon, déjà, pour moi, c'était mort. Après, quand il y a eu ce positif, je me suis dit, non, c'est trop bizarre. Comment c'est possible? Et puis, en même temps, après, on me dit, c'est des règles d'anniversaire. Donc là, je commençais à me dire, ok, donc ça existe vraiment, ça. Moi, je croyais que c'était juste une légende, mais pourquoi pas? Mais quand même, j'étais profondément inquiète. Et quand le biologiste m'a dit ça a confirmé mon inquiétude. Et je pense, comme on dit beaucoup aussi, les femmes enceintes ont quand même ce don aussi pour sentir si ça va ou si ça va pas. Et moi, honnêtement, depuis le début, je sentais que ça allait pas, en fait. Donc, j'ai quand même refait une prise de sang 48 heures après la précédente, de nouveau. Donc, il y avait, pareil, bien augmenté. Pas comme il aurait fallu. Mais voilà, quand j'ai appelé la PMA, ils m'ont dit non, il n'y a aucun souci, on va continuer à surveiller. Le lendemain de cette prise de sang-là, j'ai eu envie de faire un test de grossesse, puisque je me suis dit, après tout, autant profiter jusqu'au bout. On ne sait pas combien de temps ça a duré, mais de voir enfin un positif sur un test. J'imagine. Donc, je fais le test positif, donc super heureuse. Et le lendemain, ça faisait... en fait, j'étais en gros à presque 3 semaines de... j'étais même à 3 semaines de grossesse. Et là, en fait, la fausse couche. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le matin, je suis allée faire cette fameuse prise de sang de nouveau. Et dans la matinée, j'ai commencé à avoir de nouveau des pertes de sang, mais pas comme les règles, quoi. Au début, c'était des petites gouttes, et puis plus ça allait, plus c'était important, et puis d'un coup, ça s'arrêtait. Voilà, ça durait sur la matinée. Et quand j'ai eu les résultats en début d'après-midi, le taux avait augmenté, mais alors c'était de rien du tout, quoi. C'était complètement nul, quoi. Donc là, j'appelle la PMA, et là, j'ai pas eu beaucoup de chance de tomber sur la secrétaire en question qui, au téléphone, clairement, me dit vous faites une fausse couche. On va pas vous refaire faire une prise de sang dans 48 heures, parce qu'on va quand même vous épargner ça, mais vous allez quand même en faire une à la fin de la semaine pour contrôler. Donc là, j'ai eu 3 jours, ça fait partie des 3 pires journées de ma vie, où en fait, là, j'ai laissé tout parler, en fait, toute ma colère, ma tristesse. Puis pour le coup, je savais, avec tout le travail que j'avais fait auparavant, je savais qu'il ne fallait pas lutter. C'était hyper important de laisser extérioriser tout ça. Je criais, je pleurais, voilà, ça a été vraiment, mais en même temps, je pense que je sortais aussi d'autres choses qui étaient de nouveau toujours un peu au fond de moi, et j'ai eu au bout de ces 3 jours un gros sentiment aussi de libération, en fait, par rapport à ça,
Ça de me sortait. dire ok quoi, voilà, c'est sorti. Maintenant il y a l'autre étape, c'est entre guillemets un petit peu un deuil aussi malgré tout. Moi j'ai du mal à dire ça parce que ça reste quand même c'est quand même ça s'est fait rapidement. J'ai pas eu le temps de m'attacher. J'ai eu le temps de m'attacher à l'idée, mais j'ai pas eu le temps de m'attacher à un bébé véritablement, comme d'autres femmes peuvent vivre. Ouais, c'est très personnel ce ressenti, c'est vrai. Exactement. Exactement. Donc, mais malgré tout, je savais que ce travail fallait le faire en fait. Donc, la prise de sang que j'ai faite à la fin de cette semaine-là avait augmenté. Donc là, j'ai eu peur en fait. Là, j'ai commencé à m'inquiéter parce que je me suis dit, c'est pas normal. On m'a annoncé que je faisais une fausse couche. Mon taux augmente, continue d'augmenter. Il se passe quelque chose de pas normal. Et là, on me reçoit en urgence à la PMA. Et en fait, effectivement, tout était bien parti. Mais le médecin m'expliquait qu'entre le moment où on fait la fausse couche et le moment où le corps n'assimile plus l'hormone de grossesse, il peut se passer 5-6 jours. Donc en fait, de là, elle me dit, prochaine prise de sang, votre taux va chuter. Et effectivement, le taux avait chuté quelques jours après. Voilà, donc après ça, rendez-vous de nouveau avec notre médecin pour faire le point. Et là, on s'est dit, on break. On break, on aurait pu enchaîner peut-être en janvier, peut-être en février. Mais voilà, elle nous a beaucoup parlé, elle nous a... En fait, mon mari aussi, ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en fait, de son côté, ils lui ont décelé une sorte de varicocèle. C'était il y a à peu près 4 ans. Au moment où on est rentré en PMA. En fait, une varicocèle, c'est comme une grosse veine qui est mal placée au niveau de son appareil génital et qui peut générer une mauvaise qualité des spermatozoïdes. Et du coup, cette varicocèle, on peut faire une embolisation dessus, donc c'est une intervention. Sauf que si on fait cette intervention, pendant 3 mois, il ne peut pas y avoir de protocole PMA de mis en place. Donc à ce moment-là, en décembre, notre médecin nous a dit, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que monsieur fasse embolisation. Donc du coup, ça nous impose une pause. Mais en même temps, à ce moment-là, mon mari quand même j'ai vu dans son regard clairement qu'il avait envie. Il me disait, il faut le faire parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, ça peut marcher aussi naturellement. Donc c'est là aussi je me suis rendu compte qu'il y croyait toujours, que ça marche naturellement. Donc on s'est dit, ok, on va se lancer. Et puis ce qui se passe, c'est que l'intervention devait avoir lieu, c'était pendant les vacances de février, quelque chose comme ça, enfin fin février. Le chirurgien qui devait s'occuper de lui a dû annuler. Et du coup, l'opération est reportée, ce qui fait que tout le protocole derrière se reporte aussi, puisque tout était plus ou moins calé par rapport à ces histoires de 3 mois. Et avec tous les événements actuels qui se passent, forcément, probablement que l'intervention, bien sûr, ne se fera pas. Et oui, là, du coup, avec le confinement lié au coronavirus qu'on est en train de vivre, ça décalera forcément l'intervention. Voilà, forcément. Et donc, la FIV... Et quelque part, voilà, la FIV d'autant. Donc, dans un sens, alors, ça m'ennuie, bien sûr, parce que je me dis, dans un sens... j'avais quand même la curiosité, j'ai quand même la curiosité de voir ce que ça peut donner, cette deuxième FIV, et voilà, si on doit la faire, on y passera, c'est sûr. Mais en même temps, là, je me dis, et voilà, d'autant plus avec cette période où on est en confinement et on a aussi ce temps pour se recentrer aussi sur soi et sur le passé, sur tout ce qui a pu se produire jusqu'à maintenant. J'ai l'intime conviction que c'est pas un hasard, encore une fois, et que je vais pas dire que je veux pas croire au miracle, mais je crois que jusqu'à maintenant, je me suis pas permise de croire au miracle. Mais que là, maintenant, j'ai envie de me le permettre. Et là, actuellement, je suis vraiment sur le côté arrête de te dire que ça peut pas t'arriver. Arrête de te dire que naturellement, ce serait trop beau pour être vrai. Je me dis, après tout, on a tous le droit et tout le droit de rêver, d'y croire. Un enfant, c'est un peu... ça fait peut-être un petit peu rêveur tout ça, mais pour moi un enfant c'est un peu le cadeau de la vie aussi, c'est à un moment donné il arrive quand il a décidé d'arriver, mais en attendant on a notre chemin à mener et tant qu'on n'a pas été au bout de ce qu'on est censé arriver, et même s'il y en a souvent qui nous disent oui mais il est où le bout et moi la première je me posais la question, comme je disais tout à l'heure, il y a un moment donné il faut juste arrêter d'analyser, vivre, se dire qu'à un moment donné il y aura la réponse et faire confiance à ça et continuer. Merci.
de manière tout à fait naturelle, t'as donné plein de leçons de vie que t'as apprises en fait et qui, je suis certaine, vont aider d'autres femmes en fait qui n'ont pas forcément réalisé ou vu les choses comme toi, et ça va certainement les aider dans leur parcours. Donc merci beaucoup. Bah de rien, et puis merci à toi surtout. J'espère que l'histoire de Marie résonnera en vous et à très bientôt pour un nouveau témoignage.